citoyens de l'humanité, le monde vous appelle pour que la terre soit belle et que vive la liberté. Ensemble élevons nos bannières pour que la paix sur la terre étincelle de toutes ces lumières. Balayons la misère et la guerre. Citoyens de l'humanité, le monde nous appelle pour que sur notre terre vive enfin la fraternité. Ensemble élevons nos bannières pour que la paix sur la terre étincelle de toutes ces lumières. Balayons la misère et la guerre. Les 70 ans des citoyens du monde. À l'Assemblée générale de l'ONU, Gary Davis, le citoyen du monde qui fit déjà parler de lui au début de la session, en s'installant sur les terrasses du palais de Chaillot, prétend maintenant s'associer d'une façon peu protocolaire aux travaux des Nations Unies. Expulsé avant même d'avoir pu prononcer une parole, il voyait cependant ses arguments repris par un de ses disciples. Au nom des peuples du monde qui sont représentés ici, nous adhérons. Les paroles seront sans doute insignifiantes pour tous. Et pourtant, notre besoin commun de l'ordre mondial de modèle. Malgré l'attention soudaine du délégué soviétique, M. Vyshinsky, et les remous provoqués dans l'assistance par cette intervention inattendue, les propos du citoyen du monde numéro 2 n'auront pas troublé longtemps les travaux de l'ONU. Le règlement est ainsi respecté. Mais est-il toujours bon de respecter les règlements ? Vous les verrez pas, mais le public les verra derrière. Et ben là voilà, devant les journalistes. Vous avez fait un panneau là-bas, donc je disais que quand vous avez vos déclarations, finalement vous attendez, on a un problème de son. En 1948, Gary Davis avec un groupe de 30 personnes très connues, dont faisait partie Albert Camus, Pierre Berger, les surréalistes, l'abbé Pierre, enfin des personnalités extrêmement célèbres, ont investi le palais de Chaillot et se sont introduits secrètement parmi les membres de l'Assemblée générale des Nations Unies et ont interrompu la tribune et ont pu faire une déclaration qu'on appelle la déclaration de rang parce que c'est le texte qui est attribué à Albert Camus. Le 23 juillet 2013, Pierre Berger écrivait ceci pour Libération. En 1948, je venais d'arriver à Paris lorsqu'un matin nous rencontrâmes, mon ami Guy Marchand et moi, un jeune Américain qui tentait de planter une tente de camping sur la place du Trocadéro. C'était Gary Davis. De lui, nous ne savions rien. Mais très vite, nous apprîmes, et le monde entier avec nous, qu'il avait été aviateur et avait bombardé la ville de Royan. Il avait décidé de devenir citoyen du monde et choisi la place du Trocadéro car à l'époque, l'ONU avait son siège au palais de Chaillot. Tout de suite, j'ai adhéré à ses idées, l'ai aidé avec d'autres à s'organiser et créer un journal, La Patrie mondiale, qui faute de moyens n'eut que 2 numéros. De grandes plumes, comme on dit, nous rejoignirent. Et il y a peu, les Cahiers de l'air ne publièrent un article d'André Breton destiné à ce journal, mais qui, hélas, ne fut jamais publié. On a peine à imaginer aujourd'hui la ferveur que suscita Gary Davis. Nous organisâmes plein de meetings où Sartre, Camus, Breton, Queneau et bien d'autres prenaient la parole. Je me rappelle une soirée du Veldiv
qui existait encore, bourré à craquer, où la salle debout ovationnait Gary. Je me rappelle, et comment l'oublierai-je, cet après-midi du 19 novembre 1948. Je venais d'avoir 18 ans lorsque nous avons interrompu une séance de l'ONU. Nous avions obtenu une 30aine de places au balcon, et quand le représentant de l'URSS prit la parole... Monsieur le Président, Messieurs, Mesdames, au nom des peuples qui ne sont pas représentés ici, je vous interromps. Mes paroles seront sans doute insignifiantes pour vous. Et pourtant, notre besoin d'un ordre mondial ne peut être plus longtemps négligé. Nous, le peuple, nous voulons la paix que seul un gouvernement mondial peut donner. Les États souverains que vous représentez ici nous divisent et nous mènent à l'abîme de la guerre. J'en appelle à vous pour que vous cessiez de nous entretenir dans l'illusion de votre autorité politique. J'en appelle à vous pour que vous convoquiez immédiatement une assemblée constituante mondiale qui lèvera le drapeau autour duquel tous les hommes peuvent se rassembler. Le drapeau de la souveraineté d'un seul gouvernement pour un seul monde. Le drapeau de la souveraineté d'un seul gouvernement pour un seul monde. Si vous manquez à cette tâche, écartez-vous. Une assemblée des peuples surgira des masses mondiales pour bâtir ce gouvernement. Car rien de moindre ne peut nous servir. Le mouvement s'essouffla, la politique avait repris ses droits. Il n'y avait plus de place pour des idées libertaires et poétiques. Gary continua seul le combat. Apatride, il voyageait difficilement. Je l'ai pourtant revu à Paris il y a quelques années. Nous étions émus l'un et l'autre. Lui parce qu'il ne restait pas beaucoup de témoins de cette époque. Moi parce que c'est un moment important de ma jeunesse. La déclaration d'Oran, écrite par Albert Camus et prononcée par Gary Davis et Robert Sarrazac, le fut il y a 70 ans ici, à cet endroit, au Palais de Chaillot. Nous sommes encore là pour la célébrer, pour que vivent encore les citoyens du monde. Merci. J'ai fait un rêve ce matin, que tous les peuples du monde s'étaient donné la main pour reconstruire ce monde et marcher tous ensemble vers les plus hauts sommets des horizons qui rassemblent vers la vallée de la paix. C'était une douce vallée où fleurit toujours l'amitié. Automne, printemps, été, tous les hivers ensoleillés, les arbres nous accueillent sous leur feuillage doré, avec leurs fruits que l'on cueille tout au long de l'année. Mais ce n'était qu'un rêve qui a été très vite effacé. Une pensée bien trop brève, balayée par l'actualité. J'entends déjà les bombes exploser, détruire et tuer, emportant des gens dans la tombe, des enfants, des hommes par milliers. Si tous les gars du monde voulaient se donner la main, on reconstruirait ce monde pour nos enfants, pour demain. La raison serait présidente, l'humanité notre patrie, l'intelligence la gouvernante et la terre le paradis. L'intelligence la gouvernante et la terre le paradis. À tous et à toutes, merci, bravo pour l'organisation de cette manifestation. Donc je suis là pour vous lire la Déclaration universelle des droits de l'humanité. C'est un texte qui a été élaboré dans le cadre de la préparation de la COP21 et qui aujourd'hui est signé par une vingtaine de villes, des régions, de très nombreux barreaux dans le monde, en Europe, en Afrique, des ONG, des universités, des entreprises aussi et énormément de citoyens.
Je ne vais pas vous lire les considérants parce que ce serait vraiment trop long. Et donc je vais simplement vous lire la déclaration elle-même, qui est une déclaration de droits et de devoirs et qui comporte 4 principes. Le principe de responsabilité, d'équité et de solidarité intragénérationnelle et intergénérationnelle exige de la famille humaine et notamment des États d'œuvrer de manière commune et différenciée à la sauvegarde et à la préservation de l'humanité et de la Terre. Le principe de dignité de l'humanité et de ses membres implique la satisfaction de leurs besoins fondamentaux, ainsi que la protection de leurs droits intangibles. Chaque génération garantit le respect de ce principe dans le temps. Article 3. Le principe de continuité de l'existence de l'humanité garantit la sauvegarde et la préservation de l'humanité et de la Terre à travers des activités humaines prudentes et respectueuses de la nature, notamment du vivant humain et non humain, mettant tout en œuvre pour prévenir toutes les conséquences transgénérationnelles, graves ou irréversibles. Article 4. Le principe de non-discrimination, à raison de l'appartenance à une génération, préserve l'humanité, en particulier les générations futures, et exige que les activités ou mesures entreprises par les générations présentes n'aient pas pour effet de provoquer ou de perpétuer une réduction excessive des ressources et des choix pour les générations futures. Voilà les 4 principes. Ensuite, nous avons 6 droits et 6 devoirs. Article 5. L'humanité, comme l'ensemble des espèces vivantes, a droit de vivre dans un environnement sain et économiquement soutenable. Article 6. L'humanité a droit à un développement responsable, équitable, solidaire et durable. Article 7. L'humanité a droit à la protection du patrimoine commun et de son patrimoine naturel et culturel, matériel et immatériel. Article 8. L'humanité a droit à la préservation des biens communs, en particulier l'air, l'eau et le sol, et l'accès universel et effectif aux ressources vitales. Les générations futures ont droit à leur transmission. Article 9. L'humanité a droit à la paix, en particulier au règlement pacifique des différends et à la sécurité humaine, sur les plans environnemental, alimentaire, sanitaire, économique et politique. Ce droit vise notamment à préserver les générations successives du fléau de la guerre. Article 10. L'humanité a droit au libre choix de déterminer son destin. Ce droit s'exerce par la prise en compte du long terme et notamment des rythmes inhérents à l'humanité et à la nature dans les choix collectifs. Voilà pour les droits. Maintenant les devoirs. Il y en a 6 aussi. Les générations présentes ont le devoir d'assurer le respect des droits de l'humanité comme celui de l'ensemble des espèces vivantes. Le respect des droits de l'humanité et de l'homme qui sont indissociables s'applique aux générations successives. Article 12. Les générations présentes, garantes des ressources, des équilibres écologiques, du patrimoine commun et du patrimoine naturel, culturel, matériel et immatériel, ont le devoir de faire en sorte que ce legs soit préservé et qu'il en soit fait usage avec prudence, responsabilité et équité. Merci. Article 13. Afin d'assurer la pérennité de la vie sur Terre, les générations présentes ont le devoir de tout mettre en œuvre pour préserver l'atmosphère et les équilibres climatiques et de faire en sorte de prévenir autant que possible le déplacement de personnes liées à des facteurs environnementaux et à défaut de secourir les personnes concernées et de les protéger. Article 14. Les générations présentes ont le devoir d'orienter le progrès scientifique et technique vers la préservation et la santé de l'espèce humaine et des autres espèces. À cette fin, elles doivent en particulier assurer un accès et une utilisation des ressources biologiques et génétiques respectant la dignité humaine, les savoirs traditionnels et le maintien de la biodiversité. Article 15. Les États et les autres sujets et acteurs publics et privés ont le devoir d'intégrer le long terme et de promouvoir un développement humain et durable. Celui-ci, ainsi que les principes, droits et devoirs proclamés par la présente déclaration, doivent faire l'objet d'actions d'enseignement, d'éducation et de mise en œuvre. Article 16, c'est le dernier. Les États ont le devoir d'assurer l'effectivité des principes, droits et devoirs proclamés par la présente déclaration, y compris en organisant des mécanismes permettant d'en assurer le respect. Économiques et sociaux et institutions similaires
qui représente non pas les gouvernements, non pas les États, mais la société civile. Et je crois que ça serait intéressant que les uns et les autres, comme demain mon ami qui va parler des jumelages entre les collectivités locales, qu'on s'intéresse à ce réseau-là pour faire progresser nos idées. En tout cas, merci d'avoir organisé ces 3 jours et longue vie à cette idée fantastique des citoyens du monde. Merci. Pourquoi sommes-nous ici? Nous sommes ici, bien sûr, pour faire l'éloge de Gary Davis, qui était un visionnaire, courageux, entreprenant et qui a laissé une marque durable à la pensée mondiale. Mais nous sommes ici aussi pour une autre raison, c'est de nous faire entendre. Nous devons nous faire entendre pour ce que nous voulons réaliser. De sorte, de qui faut-il se faire entendre? Je dirais, il faut se faire entendre des chefs d'État. Et je m'adresse aujourd'hui au président de la République française pour lui dire d'agir. Et je dis, pas seulement lui, mais les chefs d'État d'Europe, d'Asie, d'Afrique, des Amériques et d'Océanie. Il s'agit de trouver une poignée de quelques grands hommes d'État pour mettre au point ce projet. Il est indispensable à cause des menaces que concerne la planète. Menaces sur la vie des peuples, menaces sur les animaux, la végétation, sur l'eau, sur l'air, sur les ressources naturelles qui ignorent les frontières créées par les hommes à travers l'histoire. Et pour répondre aux besoins fondamentaux de 8 milliards d'habitants qui sont, je dirais presque, à la dérive. Notre message est pacifique, essentiel et résulte d'innombrables initiatives et de très fortes convictions. Ma proposition est de construire une union mondiale semblable à l'Union européenne et je salue les porteurs de drapeaux de l'Union européenne que je suis content de voir parmi nous. Car l'Union européenne est un modèle à suivre. Et il nous faut maintenant une union mondiale avec une commission, un président, des commissaires et un budget qui fait atteindre une centaine de milliards d'euros pour leur permettre d'intervenir. Et en appliquant le principe de subsidiarité. Alors le traité qu'il instaurerait pourrait s'inspirer des traités de Paris en 1951, ayant créé la CECA, de Rome en 1957, ayant créé la Communauté économique européenne, et de Paris en 2016 sur le climat. Le vide institutionnel actuel est une cause majeure du désarroi et des troubles de la société. Il suffirait donc que quelques chefs d'État prennent l'initiative, comme ce fut le cas pour la création de l'ONU, qui débuta avec 40 membres, ou de l'Union européenne avec 6 membres, 3 petits pays et 3 grands pays. Elle rencontrera des oppositions majeures de certains puissants pays. Mais ceux-ci seront impuissants à empêcher la réalisation de ceux qui, eux, voudront créer l'Union mondiale. Il appartient à eux de changer le monde avec nous. Turning stones to bread, and so we must spend another day, so let's start giving. There's a choice to make, there's a choice to make. We're saving our own lives, it's to make a better day. Acte de refus, de courage et d'espoir dont l'avenir dépend. Nous appelons la masse du peuple à se mobiliser librement pour la paix afin de n'être pas mobilisés demain par les États pour leur guerre.
Nous appelons les représentants les plus éminents de la science et de la culture publique à assumer leurs responsabilités pour que les hommes ne demeurent pas isolés dans la crainte. Nous opposons au pacte des États ce pacte des hommes. Ne peut venir que du peuple du monde, des individus qui le forment, de chacun de nous. Le premier acte simple mais efficace que nous invitons chacun de vous à accomplir, comme nous l'avons fait nous-mêmes, c'est de vous enregistrer comme citoyens du monde. Le second pas que nous ferons ensemble, si vous êtes assez nombreux à répondre à notre appel, sera d'organiser sur une base transnationale l'élection des délégués chargés de défendre la cause de l'homme, d'exprimer les revendications du peuple du monde et finalement d'élaborer la loi d'un monde pacifique et civilisé. Alors parmi les signataires, on y lit Lord Boydor, qui était premier directeur de la FAO, José de Castro, qui était le ex-président du conseil de la FAO, Danilo Dolci, qui a fait du développement socio-économique en Sicile, donc Shinzo Amai, ancien... Avec Sarah. Donc, chers concitoyens, nous avons entendu votre appel. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que cet appel parvienne jusqu'à nos amis, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ces frontières, que nous n'avons cessé de nier. Dans la mesure où nous nous sentons citoyens, il va sans dire que nous voulons être citoyens du monde et nous demandons ici notre inscription sur le registre qui consacrera enfin un état de fait qui fut toujours pour nous un état d'esprit. Nous entendons ainsi défendre de la façon la plus formelle notre droit naturel à la vie, le nôtre et celui de ceux que nous aimons. Or, ce droit est mis en péril à chaque seconde par ces mêmes nationalismes que nous avons toujours vomis et dont nous avons dénoncé l'abjection meurtrière en toutes circonstances. Il va donc sans dire que lorsque les événements l'exigeront, nous sommes prêts, par-delà votre appel, à faire bon marché au profit de la citoyenneté mondiale, de notre citoyenneté nationale, où nous avons toujours vu une contrainte dont nous sommes encombrés, bien malgré nous, depuis le jour de notre naissance. Car nous nous devons de vous signaler, aux raisons évidentes pour tous qui motivent notre décision d'être dénombrés parmi les citoyens du monde, s'ajoutent les raisons mêmes qui ont conditionné jusqu'ici notre arrivée collective et dont relève la présente démarche. Elle s'inscrit tout naturellement dans notre effort continu pour dissiper les diversités funestes qui opposent l'homme à lui-même. En dépit de toutes les mauvaises volontés intéressées, elles ne sont pas pour nous un obstacle valable, ni doivent être éternelles. Lors d'une manifestation récente en faveur de cette conception internationaliste de l'esprit commune à tous les véritables révolutionnaires, ceux qui luttent à la fois pour la libération de l'homme et celle de l'esprit, l'un d'entre nous rappelait le rôle émancipateur de l'automatisme. L'histoire du surréalisme n'est que la généralisation de plus en plus large de son propre initial, retrouvé par le moyen de l'écriture automatique, le jeu désintéressé des mécanismes psychiques. De là, nous avons été conduits à penser que ce jeu ne pouvait être différent dans le sommeil et dans la veille. Si donc l'antinomie du rêve et de l'action doit être réduite, nous avons le droit de conclure: tous les conflits opposant tragiquement la sphère des désirs de l'homme au monde extérieur, régi par la plus implacable des nécessités, se trouveront en fin de compte résolus dans le règne de la liberté. Dans notre impatience à hâter l'avènement de ce règne, nous avons pu un temps nous associer à des entreprises qui préparaient tant bien que mal, et plutôt mal que bien, la révolution prolétarienne. Ayant résisté à la tentation des compromis qu'entraîne tout comportement politique, c'est sur un autre plan que nous nous sommes aujourd'hui élevés pour travailler à l'avènement du règne de la liberté. Nous cherchons la clé, des sens mythiques, capables d'ouvrir n'importe quel aspect manifeste du monde pour livrer le secret, sens latent qu'il renferme. Ainsi, poursuivons-nous l'aventure exaltante qui, par la connaissance de son univers, changera la vie de l'homme. Comme le surréalisme ne serait pas plus manqué à cette mission que négliger son côté social, nous étions à votre côté
le 19 novembre dernier lorsque vous avez interrompu la séance de l'Assemblée nationale des Nations Unies. Nous ne pouvons pas ne pas y être puisque ce jour-là, vous avez réclamé un gouvernement mondial issu directement de la représentation des peuples et non de la fallacieuse représentation des États. Avec vous, nous croyons à la disparition prochaine de ces États. Avec nous, nous y travaillerons. Croyez sur ce point, chers concitoyens, à notre solidarité effective et totale. Merci. C'est la caméra, c'est important. Il y a plein de... L'atteinte à des droits fondamentaux, en particulier ceux des femmes, l'irresponsabilité écologique est en train de prendre des formes extrêmement graves. Voilà notamment ce que dit ce texte. Nous, citoyennes et citoyens des peuples de la Terre, sommes conscients du danger mortel qui pèse sur le devenir de notre commune humanité. En effet, un double dérèglement climatique menace la vie sur notre planète. Le premier s'exprime sur le plan écologique, par le risque de voir notre terre patrie, c'est une expression d'Edgar Morin, devenir une terre-serre inhabitable pour un nombre croissant d'êtres humains. Cela concernerait plus d'1 milliard de personnes si l'augmentation de la température atteignait le seuil de 4 degrés et plus encore si ce seuil était dépassé. Ce réchauffement moyen conduit à l'accentuation de phénomènes extrêmes, inondations, etc., etc. Mais à côté de ce dérèglement climatique, une autre face existe que l'on peut appeler la glaciation émotionnelle et relationnelle. L'espéranto, malgré sa jeunesse, a presque le double d'âge. Depuis le 26 juillet 1887, du haut de ses 131 ans, la langue internationale du docteur Espéranto, pseudonyme de Louis-Lazare Zamenhof, est devenue la seule langue du monde permettant une communication équitable entre les citoyens. L'espéranto est une langue du monde. Il s'agit en effet de la seule langue au monde dite artificielle, qui a été construite avec art, qui a acquis le statut de langue vivante grâce à une production littéraire, une presse au lectorat mondialisé, une production musicale, des congrès mondiaux, une académie et surtout une communauté grandissante d'espérantophones sur tous les continents, qui l'apprennent et l'utilisent parfois au quotidien, voire à la maison et même pour certains depuis la naissance, n'est-ce pas? C'est un fait peu connu du grand public. Mais l'espéranto a connu récemment un renouveau à l'échelle mondiale grâce à un pays virtuel, Internet. Par exemple, des centaines de milliers de pages sont accessibles en espéranto sur Wikipédia. Entre les cours en ligne et les applications pour téléphone, plusieurs millions de personnes se forment à l'heure actuelle simultanément à l'espéranto. L'audimat en formatage, quête le grand décervelage, mais qu'on guette les dérapages, Lolo être à la page. Derrière la pensée unique se cachent les spectres iniques de toute l'arrogance du fric. Et nous flics, nous flons dans tous les plans machiavéliques de la clique du plan cynique. Le monde est sauvage, oh et oh, pour les oiseaux. La terre est cruelle pour les hirondelles qui peuvent voler haut dans le ciel, qui peuvent voler
ce monde écrit. Je ne suis pas très sage, je ne suis pas ni hirondelle. Dans ce rayon de cage, dans ce monde qui cruel, je ne suis que de passage, je ne suis pas ni hirondelle. qui en a été Bernard Henry, qui se trouve ici. Mais, et donc la SCOP maintenant, c'est un espace pour rassembler les associations et voir un petit peu quels sont les points communs que l'on a à défendre ensemble. Donc la SCOP fait des forums, des colloques, des séminaires, et donc ce rassemblement ici est un peu sous l'égide de la SCOP également. Bonjour, je m'appelle Robin Lloyd, je suis citoyen du monde de Burlington, Vermont, USA. Je vous félicite d'organiser cette colloque et je regrette de ne pas pouvoir être présent parmi vous en ce moment. Now I'm going to continue in English. I'm very proud to speak to you about my grandmother, Lola Maverick Lloyd, the co-founder with Rosika Schwimmer of the Campaign for World Government. I will speak about Lola, her life, her partnership with Rosika, and the role her children played in the Campaign for World Government. Born in 1975, there she is, Lola was 40 years old when she met Rosika Schwimmer. Rosika was on a speaking tour of the U.S. in the fall of 1914, alerting Americans to the war in Europe that was more horrible than she could have imagined. She called it an international massacre. What so impressed Lola was Rosika's twinning together of the demands for women's suffrage and the imperative for peace. As they developed their thinking, together with Jane Addams and other women in Chicago, they created a platform called Program of Constructive Peace. They became close friends and colleagues for life, although there were ups and downs in their relationship. Lola was almost always aligned with Rosika's radical positions and frequently supported her financially. You know perhaps the next stage of the story. As the war continued to rage in Europe, they traveled with other women to Washington, D.C., and in early 1915 formed the Women's Peace Party. They called for a convocation of neutral nations to propose peace initiatives, and thinking more broadly, they supported the limitation of armaments, opposition to military spending, removal of the economic motivation for war, and the expansion of the vote of the electoral franchise for women. L'observation, c'est que nous avons du mal à imaginer qu'il puisse y avoir d'autres acteurs sur la scène mondiale que les 197 autres pays. Et je suis frappé de voir que beaucoup d'auteurs, beaucoup d'universitaires, beaucoup de gens
se contentent de commenter les évolutions possibles entre les 197. Et extrêmement peu, nous n'avons pas dans la tête cette habitude. Et c'est probablement l'obstacle majeur. D'où la voie que nous avons choisie dans la marche. Et cette voie, la voie choisie, elle tient en 2 points. Je passe à la planche suivante aussi. Pour débloquer cette situation, nous avons décidé de concentrer nos efforts sur 2 points. Un premier effort, c'est de faire partager cette analyse au plus grand nombre pour qu'il y ait un mouvement de compréhension, un mouvement d'adhésion fort à ce besoin d'institutions fédérales mondiales. J'évoque de certains États qui doivent porter cette ambition, même si aujourd'hui donc nous rassemblons 1500 parlementaires, 1544 précisément en 2018, anciens et actuels, issus de 122 pays dans le monde, qui ont tous signé cet appel pour la création d'une assemblée parlementaire des Nations Unies. Là, vous avez une carte qui illustre grosso modo la densité de répartition de ce soutien. Alors évidemment, on constate des grands absents, qui sont parmi sans doute les plus influents, ou en tout cas des membres du Conseil de sécurité qui sont de grands absents. Vous voyez que dans les pays, je dirais, traditionnellement occidentaux, le soutien est plutôt assez fort, ainsi que plus généralement les pays de l'OCDE, plus l'Afrique et l'Amérique du Sud. On a aussi des chefs d'État et de gouvernement qui soutiennent la campagne. Là encore, vous noterez qu'on retrouve des pays qui ne sont pas parmi les membres probablement les plus influents des Nations Unies. Et l'enjeu aujourd'hui en 2018 se situe effectivement probablement ici. Nous avons également quelques prix Nobel qui ont signé cet appel. Alors aujourd'hui, c'est quoi l'actualité de cette campagne? Donc très récemment, lors de sa 42e assemblée plénière, l'Association mondiale des associations pour les Nations Unies s'est exprimée en faveur de cette initiative. On a une initiative aussi qui n'est pas inintéressante. Le Congrès mexicain, très récemment, a aussi... With the assistance of Ministry of Foreign Affairs and UN ambassadors in New York headquarters, the DPCW is a progress of the adaptation and the resolution of the UN General Assembly. So what HWPL is doing these days is to really get the national support for each country, each head of states, to really support this law, which has 10 articles and 38 clauses. Because what we want is really peace in this world, and we want everybody to engage together and work for peace together. That's why I'm here to promote about the DPCW, and I hope that today you can get more information about it and really support this DPCW, the international law, so that there will be no more sacrifice because of war. And especially like a country like France, I really hope that people can really want peace, and that we can really do the work of peace together, and to leave the peace war as a legacy for our future generations. Thank you very much. Donc je fais le sacrifice des quelques mots que j'avais préparés et de la conclusion qu'on m'avait demandé. Mon copilote est à ma droite, Monsieur Chris Roulet, qui va m'aider dans ce travail. Je vous demande d'avoir la gentillesse de vous exprimer en 5 minutes, c'est-à-dire de manière spontanée, directe, en disant ce que vous souhaitez mettre particulièrement en exergue. C'est la condition pour que nous puissions arriver à l'heure, à la fin de cette séance. Alors je crois qu'on va avoir maintenant un premier interlude musical de Yves et Florence Angélos. Je vais être obligé même de brutaliser la musique, c'est-à-dire vous demander de tenir dans les créneaux indiqués. Pardon, mais c'est pas ma faute. Eh bien, écoutez, un jour j'ai adressé une lettre au président, je l'ai fait en chanson.
Quelle leçon il donnerait au monde, le pays qui détruirait ses bons? Quel honneur devant l'histoire, celui qui aurait ce pouvoir? Mais je n'ose plus y croire, j'ai perdu tous mes espoirs en voyant ces chefs d'État qui ont mis leur peuple au pas. Regardez le monde dans sa misère, tout va très mal à cause des guerres et de la course aux armements. Messieurs les présidents, regardez les yeux de ces enfants qui ont vu tuer leurs parents comme de petits soldats de plomb au nom de vos nations. Quelle leçon il donnerait au monde, le pays qui détruirait ses bombes? Quelle grandeur devant l'humanité! Aceptarnos nuestras diferencias y dejar de juzgarnos entre todos, dejar de intentar manipularnos, dejar de intentar de querernos cambiar, porque no se trata de que cambiemos el mundo, se trata de que nos aceptemos y aprendamos a convivir juntos. Y de esta manera nuestro mundo es mejor. Parce que vous commencez sur le droit fondamental. Le droit fondamental, c'est le droit de chacun de s'instituer dans le peuple qu'il a envie d'être, qu'il choisit d'être. C'est la grande idée de Jean-Jacques Rousseau, il n'est de peuple que celui qui s'institue. Et la première règle de la paix, c'est le respect que l'on doit à l'autre, non pas que l'on fabrique soi-même, mais que l'on doit laisser se constituer lui-même. On a eu plusieurs exemples récemment, je pense au peuple kanak notamment, et la manière assez cavalière dont ces droits fondamentaux ont été traités à l'occasion d'un référendum étrange. Je pense bien sûr au peuple palestinien sur lequel nous reviendrons dans un instant et qui est parfaitement emblématique de ce respect.
promène, nous dans le vent. Bien sûr, nous devons célébrer, commémorer la déclaration de Gary Davis comme premier citoyen du monde. C'était une ouverture extraordinaire et ce supplément à nos citoyennetés nationales qui se maintiennent heureusement ajoute une dimension mondiale pacifique construite. Mais je voudrais être entendu surtout et que nous soyons entendus par les chefs d'État. Madame, et merci au président Giscard d'Estaing et surtout merci à mon collègue et voisin, d'abord de s'exprimer en français, une remarquable faveur faite, et d'autre part d'être là ici, à ce colloque sur les citoyens du monde, de pouvoir assurer le soutien, et à mes autres voisins du Koweït, du Gabon, du Mali et à tous ceux qui participeront aux différents panels de la journée. Mais le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, je suis obligé malheureusement de vous quitter, et M. Mercier de la Commission nationale française fera tout à l'heure une intervention sur ce sujet. Merci beaucoup. Nous laissons son Excellence Ibrahim Al-Balawi terminer son allocution, s'il vous plaît. C'est une réflexion de fond. Le monde vit des changements dont les enjeux impactent fortement la notion de citoyenneté. Il faudrait donc s'interroger sur les différents contextes et les mécanismes qui influencent le sens pour la redéfinir ou du moins en comprendre les différents contenus. La particularité du contexte mondial aujourd'hui est que le changement se passe presque sous nos yeux. Le changement n'est pas nouveau. Il a toujours existé suivant l'évolution, mais il était moins rapide, excepté à certaines périodes charnières du développement. Depuis quelques décennies, le développement foudroyant des technologies entraîne un changement bouleversant qui déstabilise et provoque de fortes transformations sociales, même s'il n'en est pas la seule cause. D'autres phénomènes interviennent dans ce changement, comme la crise climatique qui génère des problèmes de l'environnement, qui impactent la qualité de vie. Les crises économiques récurrentes entraînent également des incertitudes. Le chômage de masse accentue l'insécurité de la vie, malgré les moyens importants pour le développement. Nous observons ici et là, dans le monde, des carences des services de santé, des défaillances des services d'éducation, autant de problèmes qui impactent la vie des femmes et des hommes qui en subissent des conséquences, entravent le développement humain et durable. Les crises, le chômage, le manque de perspectives entraînent des instabilités, aggravent les conflits, ravivent la violence, provoquent des mouvements de population, menacent la cohésion sociale et le vivre ensemble. Les mouvements migratoires de masse entraînent des contacts de population importants et continus. Les identités en deviennent plus effarouchées, plus crispées, plus repliées et plus fermées sur elles-mêmes. Bref, si le monde moderne permet la jouissance du progrès, les contacts des cultures qui se servent, les identités, cependant le processus de mondialisation implique une flexibilité, une ouverture des frontières. Il généralise un même modèle économique agressif et déstabilisant qui creuse les inégalités économiques et sociales, entraîne la précarité de l'emploi et l'insécurité sociale. Cette crainte s'accroît car la mondialisation est vue comme imposant un même modèle culturel au monde au détriment des identités culturelles. Le multiculturalisme n'est pas toujours accepté par ceux qui défendent leur identité culturelle, même si toute société est par définition multiculturelle, comme le dit le sociologue Dominique Schleber. Les mouvements migratoires fortement médiatisés sont vus comme un déferlement incessant, ce qui nourrit un sentiment d'invasion
et d'insécurité culturelle, comme le dirait le sociologue Laurent Goulet. Dans chaque pays, si une partie de la population se sent citoyenne du monde, une autre partie ressent qu'elle n'est plus du tout ou tout à fait chez elle. Il faudrait lier une pédagogie de la citoyenneté mondiale à une pédagogie de la mondialisation. La notion de citoyenneté comprend le terme cité. Le dictionnaire de Petit-Larousse définit l'adjectif citoyen et citoyenne comme désignant dans l'Antiquité la personne qui jouissait du droit de cité. Dans une deuxième acception du sens de la notion, il qualifie le membre d'un État considéré du point de vue de ses devoirs et de ses droits. Le concept de citoyenneté désigne la situation créée par la pleine reconnaissance aux personnes de leur statut de citoyen. La notion de citoyenneté comprend une dimension juridique en tant qu'elle désigne un citoyen appartenant à une nation bénéficiant de droits et assujetti à ses devoirs. Le concept de citoyenneté implique plusieurs dimensions. Une dimension philosophique et une dimension psychologique. L'évolution du monde rend nécessaire la construction d'une communauté mondiale basée sur le partage des valeurs citoyennes. Mais quelles valeurs partagées? D'après Todorov, peut-on employer les mêmes critères pour juger d'actes relevant de cultures différentes? Des normes et des valeurs communes sont à définir et à inculquer à travers les systèmes éducatifs et les médias de tous les pays du monde. Le but est d'éduquer à une citoyenneté mondiale liée à la conscience d'un avenir ayant des valeurs semblables, comme étant un co-citoyen sur lequel toute action de sa part a une incidence et inversement. Cela signifie que la construction de la citoyenneté doit faire réfléchir sur la différence, car elle rassemble des groupes et des identités différentes autour d'une idée commune, d'un idéal partagé. Dès lors, construire la citoyenneté mondiale commence par la reconnaissance de la différence. Reconnaître la différence est le début de la tolérance. Les systèmes éducatifs doivent inculquer des valeurs communes à travers une culture de l'interculturalité. Ainsi, la diversité linguistique, culturelle et identitaire peut être promue comme socle de l'unité et de l'entente entre le peuple. J'ai eu l'opportunité d'exprimer cette idée pendant la conférence qui s'est tenue en Chine au mois de septembre 2018. Elle a porté sur le rôle de la diversité culturelle dans la construction d'une communauté mondiale et d'un futur partagé, protection, accès et promotion des ressources linguistiques. Dans mon intervention, j'ai essayé de montrer l'importance de l'intégration des langues autochtones à la communauté mondiale et la reconnaissance des peuples autochtones comme citoyens du monde. Ainsi pourrions-nous progresser dans la réalisation des missions de l'UNESCO pour favoriser la stabilité et la paix. Inculquer une culture de l'interculturalité et éduquer à la diversité permet de gérer les conflits liés au contact des langues, des cultures et des identités. Éduquer à une citoyenneté mondiale devrait se faire conjointement à une réflexion sur la mondialisation. Kofi Annan s'est distingué par ses engagements et ses efforts qui ont permis à l'ONU de réaffecter au développement les ressources qui étaient auparavant affectées à l'administration. Cela a eu pour effet de mobiliser de nouvelles sources de financement, de développement et de renforcer les opérations menées par l'Organisation des Nations Unies sur le terrain. El-Assad, combattant pour la paix, il fut médiateur dans les conflits et a, avec sagesse, toujours privilégié la voie du dialogue sur la tentation aventureuse de l'usage des armes. Mesdames et messieurs, honorable assistance, notre présence ici épouse parfaitement les traces de pas laissées par notre cher ancien secrétaire général. En nous engageant pour la commémoration des 70 ans de ce citoyen du monde, nous démontrons que nul obscurantisme, nul totalitarisme ne peut enterrer l'expression de la diversité, de la liberté des peuples, de l'altérité, source de richesse, base de toute évolution humaine.
Il n'est d'aucun secret que le monde est aujourd'hui devenu un village planétaire et nous sommes plus que jamais littéralement des citoyens du monde où l'une ne peut se sauver sans l'autre. Comme pour clairement détourner la raison à Victor Hugo qui disait « Malheur à celui qui prend le sandal lorsque la haine et le scandale tourmentent le peuple agité. » Nous ne partirons point sans les autres. Alors nous disons fièrement, Monsieur Kofi Annan, vous qui êtes parti ce 18 août dernier, vous restez plus que jamais vivants dans nos cœurs, dans nos mémoires, dans nos attitudes. Mesdames et messieurs, nous sommes des sécus comme Bilal Diop croient fermement que les morts ne sont pas morts. Ils sont partout. Ils sont parmi nous, à travers nous. Leurs œuvres demeurent éternelles. Grand homme, bienfaiteur intarissable, dort en paix. Monsieur Annan, nous te saluons avec le vent de la citoyenneté mondiale. Mesdames et messieurs, je vous souhaite un excellent colloque et je vous remercie de votre aimable attention. Vive la paix, vive les citoyens du monde. Unir le rêve et la réalité pour changer le monde et transformer la vie, clamaient les surréalistes au siècle dernier. Incompris, qualifié d'artiste irrationnel. La pensée rationnelle occidentale patriarcale depuis le néolithique éradie l'essence même de tous les peuples originaires, l'essence même de la vie. Les pères blancs nous ont dit « je pense, donc je suis ». La mer noire qui vit à l'intérieur de nous, la poète, susurre dans nos rêves « je sens, donc je peux être libre ». Plus de 500 ans après la colonisation européenne à Abya Yala, nom originaire de l'Amérique latine, au milieu d'une crise existentielle mondiale, se réveille la conscience féminine créative planétaire, au travers du cri silencieux de la Terre. Son appel comme l'unique chance de survie de l'espèce humaine. Il est venu le temps de terminer avec la domination de l'homme blanc qui s'est imposé depuis l'Occident sur le reste du monde pour contrôler la vie depuis l'accumulation des richesses et des pouvoirs. Porte en réalité la marque de cette intransigeance masculine qui, sur le plan des relations humaines à l'échelle internationale, montre assez bien aujourd'hui de quoi elle est capable. L'heure n'est plus de s'en tenir sur ce point des velléités, mais bien de déchoir l'homme de toutes ses instances tant que la femme ne sera pas parvenue à reprendre de ce pouvoir. Nous avons besoin d'union maintenant pour récupérer nos corps territoires au-delà des structures établies. Nous avons besoin de nous laisser guider par un savoir intuitif pour apprendre à co-créer et à coopérer. En français, connaître. La poésie ne se commente pas, en tout cas merci. Nous allons poursuivre, on reviendra, si on a un peu le temps pour pouvoir échanger. Je tiens vraiment, je vais sans... وجود نسبة عالية من المتعلمين، وجود طبقة متوسطة تتمتع بالرخاء والقدرة على التعبير عن مصالحها، وجود شعور بالانتماء إلى وطن واحد، وجود مجتمع مدني فاعل مع حد أدنى من تقاليد التسامح. وأي مراقب في الأوضاع الراهنة في العالم سوف يلاحظ بصعوبة أن هذه الشروط لا تتوافر في عدد كبير من دول العالم. Que percibí en este mundo fue un pared que me ha limitado bastante. La mentalité de la pauvreté et la nation, elle a trouvé comme un mur. No consideramos el dinero. Car ça fait 20 ans que seulement nous avons eu contact avec l'argent. Cuando tuve contacto con el dinero me di cuenta que era extremadamente pobre. Et quand nous avons connu l'argent, je me suis rendu compte qu'on était extrêmement pauvres. Ahora que les he conocido, ya los he hecho de menos. Maintenant que je vous connais, déjà vous me manquez. Todas las culturas en el mundo entero están muriendo. Toutes les cultures traditionnelles dans le monde entier, ils sont en train de mourir. Y eso es una realidad que no podemos evitar. Et cela, c'est une réalité que nous ne pouvons pas éviter. Lo único que podemos hacer es integrarnos. Tout d'abord, permettez-moi de présenter pour notre attention au langue arabe. Les cultures sont plurielles, mais en même temps elles se parlent. Nous avons par exemple les arts, nous avons les lettres, nous avons la science, nous avons un certain nombre de choses. Donc la culture finalement c'est ce qui fait le lien
entre nous, entre les citoyens, et nous parlons de citoyens du monde, cela veut sous-entendre qu'il y a quelque part une forme de culture universelle parce que le lien est universel et ce lien existe. Ensuite, nous parlons de quelques éléments. Compréhension, analyse de conflit. Pourquoi l'élément culturel est important? De là où on est, on n'a pas la même lecture d'un conflit. Vous pouvez arriver dans des localités où des gens peuvent donner l'impression de s'insulter. Dans d'autres contrées, ça peut créer une bagarre. À d'autres endroits, ça peut être objet à plaisanterie. Et donc, vous voyez que la notion de la culture est une approche qui permet donc de se reconnaître. Les éléments de la culture, c'est aussi le langage utilisé. Dans le langage utilisé, il y a l'intonation, il y a les rythmes, il y a toute la musicalité, il y a tout l'usage, par exemple, des mots et des proverbes. Donc le langage, sur le plan culturel, est un élément fondamental. Elle attendait là, debout, le regard perdu dans la brume de ce matin de vent debout. Ses pieds martelaient le bitume. Elle avait fui les bombes, les tueries, fui la guerre, cette infamie, fui l'horreur, les pleurs et les cris, pour se perdre dans cette rue de Paris. Des fous de Dieu sans foi ni loi, tuant tous sur leur passage, toute vie d'homme sage. C'était une guerre pour les banksters. En Afrique, il y a, dans nos coutumes et nos traditions, c'est difficile pour une femme d'aller témoigner à visage découvert. Et quand vous voulez justice, vous allez témoigner à visage découvert. Et c'est ce qui fait que les questions de viol sont souvent cachées. Ou bien les femmes continuent à porter sur leur cœur et leur corps leur souffrance toute leur vie. Quand j'ai été en RDC, j'ai vu la pire des violences sexuelles exercées sur les femmes. On viole les femmes, mais ensuite on les mutile avec des armes. Qu'est-ce que les femmes ont fait pour être les premières victimes? Pourquoi elles sont ciblées pendant la crise? C'est homoi kun homoi, ce qui signifie aujourd'hui, entre les murs hospitaliers de Boulogne-sur-Mer, ce ne sont pas des Français avec des Anglais qui se sont réunis, ni des Russes avec des Polonais, mais des hommes avec des hommes, des humains avec des humains. Car l'idée d'une langue internationale n'était pas neuve. Depuis des siècles, des centaines de linguistes amateurs et professionnels ont joué à construire toutes sortes de nouvelles langues. Mais pour Zamenhof, ce n'était pas un jeu. C'est parce que, dès son enfance, il avait personnellement souffert des divisions ethniques au sein de sa ville de Białystok, en Podlachie, qui est actuellement rattachée à la Pologne, qu'avec un idéal de paix universelle, il offrait à l'humanité un outil puissant pour se comprendre mondialement. مؤسسة دولية واحدة، وكنت أنا من طرح مؤسسة حقوقية مدنية عالمية بعيدا عن المؤسسة الرسمية الموجودة والتابعة للأمم المتحدة، نظرا لما وجدت من الخلافات التي un civilian council for human rights, because in Geneva they will not do anything for our human rights. This is first point I want to speak about it from my experience. Second thing. Bénévole depuis l'âge de 15 ans. Mon but est d'aider ma communauté à mieux s'intégrer en France et les Français à mieux connaître la Chine. Petit à petit, dans ce monde passionnant de bénévolat, j'ai croisé des gens formidables qui ont donné beaucoup de leur temps pour aider les autres. Ils sont là pour contribuer à la construction
d'un monde de douceur, rempli de bonheur et d'harmonie. Un monde sans violence, sans terreur, sans douleur ni haine. Comme vous le savez, entre la fin du siècle, Xe siècle, et ces débuts du XXe siècle, la pratique des pieds bondés s'était fortement répandue en Chine. Pendant plus de 40 générations, les destins des femmes chinoises reposent encore aujourd'hui sur une longue tradition dominée par les hommes. Pour l'avenir de nos enfants, construisons ensemble un monde en paix, un monde plongé. Un immense remerciement à Madame Nathalie Kessler pour m'inviter l'organisation de ce rendez-vous pour la paix. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage qui était à la fois court mais très expressif et très écouté, qu'il faudrait encore une fois mettre en pratique par la suite. Et nous allons passer la parole à Gérard Fouché, responsable des relations internationales du mouvement Monnaie Juste, et Jean-Lucien Mazot, président de l'ONG démocratique Monnaie, la monnaie pour la paix. À titre personnel, je vais être très attentif à ce problème qui m'intéresse beaucoup, mais certainement vous aussi. Donc on va vous écouter. Essayez aussi d'être concis pour nous permettre peut-être d'avoir une ébauche encore de l'une ou l'autre remarque de la salle. Sinon, enfin, on fera comme on l'a fait jusqu'à présent, avant de laisser la parole à M. Giscard d'Estaing. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Nathalie Kessler, pour cet énorme travail d'organisation depuis 3 jours. Donc, nous allons vous parler, Jean-Lucien et moi, d'un sujet central, d'un sujet essentiel. On a beaucoup parlé jusqu'à présent de tous les déséquilibres que nous constatons dans la nature, dans les relations humaines, dans les relations entre pays. Nous avons parlé d'immigration. Bon, effectivement, s'il y a des gens qui font l'effort de quitter leur propre pays, leurs amis, leur famille, leur maison, au péril de leur vie, c'est quand même qu'il y a quelque chose qui les repousse. C'est quand même qu'il y a un déséquilibre quelque part. Si le monde est un jardin partagé, est-ce qu'il faut essayer de savoir qui tient le robinet général du jardin? Eh bien, ce robinet général du jardin, il est tenu en ce moment sur l'ensemble de la planète par un secteur tout à fait particulier de l'économie et par des gens tout à fait particuliers. Alors, il se trouve qu'avec les études que nous avons faites avec Jean-Lucien Mazot, nous avons découvert, et ça fait des années que nous avons tous les bilans, toutes les preuves, tout ce que vous voulez pour vous expliquer comment ça fonctionne vraiment. Il y a dans l'humanité, sur la planète, un secteur de la monnaie qui crée la monnaie en premier, avant tout le monde, sans avoir besoin de produire quoi que ce soit pour en avoir. Est-ce que vous comprenez la profondeur de cette information? Dans l'humanité, il y a des gens qui, pour avoir la monnaie, doivent travailler directement ou indirectement pour quelqu'un, et de l'autre côté, il y a un petit nombre de gens qui font de la monnaie et qui ne travaillent pas, et qui produisent rien. Par exemple, quand une banque acquiert une ressource, un terrain, un actif financier ou réel, la banque crée de la monnaie pour acheter cet actif. La banque rajoute de la monnaie au passif de son propre bilan et absorbe l'actif à l'actif de son propre bilan. Il y a de la monnaie nouvelle qui apparaît dans l'économie et qui se met à circuler entre les gens qui travaillent entre eux pour la gagner. Quand une banque fait un crédit, d'où vient l'argent des crédits? Il ne vient pas de la banque centrale. Les banques commerciales n'empruntent pas d'argent à la banque centrale pour prêter de l'argent après. Les banques commerciales créent du crédit, puis se retournent a posteriori sur la banque centrale pour se faire créer 1% de réserve fractionnaire. Pas 10%, 1%. Je crée 100 000 € pour vous faire un crédit, je prends 1 000 € à la banque centrale. Cet argent ne vient pas de l'État,
Il ne vient pas, bien entendu, des comptes des épargnants. Je pense que personne ici n'a reçu une lettre de son banquier qui lui dit « Écoutez, je suis désolé, mais vous aviez de l'argent sur votre banque, il n'y est plus parce que je l'ai prêté à quelqu'un d'autre. » Ça n'existe pas. Un crédit, c'est une création pure d'argent nouveau qui se met à circuler. Alors ça crée un problème. Pourquoi ? Je termine avec ça. Eh bien parce que tout simplement, ce secteur très particulier de l'économie va décider deux choses. Il va décider, qui va avoir les ressources monétaires suffisantes pour acheter à manger, pour se loger, pour se chauffer. C'est-à-dire qui va pouvoir vivre ou pas. Et deuxième chose, ce secteur tout à fait particulier va décider entre différents acteurs de l'économie qui va avoir un projet qui va se réaliser parce que ce projet-là va être crédité, financé, et qui, d'un autre côté, va avoir un projet peut-être intéressant, peut-être qui va changer le monde, mais qui n'intéresse pas le secteur bancaire au point de vue de la rentabilité et de la sécurité, et ce projet-là ne va pas être financé. C'est un travail colossal qui est en train de se réaliser. Ça s'appelle monnaie démocratique, et nous avons besoin de vous pour le mettre en place, y participer et le créer avec nous. Merci. Merci, Monsieur le Président, de votre intérêt et merci Gérard pour cette excellente entrée en matière. Alors effectivement, le temps va nous manquer pour entrer dans beaucoup de détails, donc je vais être concis et clair. Il est question ici d'un message, comme on vient de le dire, donc, qui s'appelle la monnaie démocratique et qui est en continuité avec l'ensemble du congrès de ces 3 jours où un des mots-clés qu'on peut ressortir est le droit, qui est un levier de société. C'est par cet entremets que notre humanité évolue. Ça concerne le droit des femmes, ou le droit de l'environnement, ou le droit du développement. Une fois qu'on a un consensus et qu'on donne le droit, considérer quelque chose comme étant de droit, alors on est très bien placé ici pour le dire, mais c'est l'article 1 de la Constitution des droits de l'homme qui tombe. Et c'est dès les premières lignes, on est libre et égaux en droit. Donc c'est tout l'enjeu de la monnaie démocratique, de faire, mais pragmatiquement, je vais vous expliquer un petit peu juste après, d'expérimenter ensemble la monnaie comme un droit, parce que si on accepte cette vision, on sait exactement comment il faut le faire. Il existe une seule manière de le faire, comme l'a introduit Gérard. Ça s'appelle le droit d'unité à l'échelle d'une société, et c'est un transfert du secteur créateur de la monnaie à l'individu. Donc concrètement, ça y est encore là, c'est un revenu universel minimum, c'est-à-dire que vous devenez le secteur créateur de la monnaie d'une manière très particulière, très précise, qui est en lien avec quelque part votre espérance de vie. On fait un établissement entre vous et la monnaie, de sorte que l'égalité entre les générations soit respectée. Excusez-moi, je réinterviens parce qu'effectivement, cette réflexion sur la monnaie démocratique, en fait, moi je suis auteur d'un livre qui s'appelle Géopolitique des crypto-monnaies. On a fait le tour du monde pour parler à monsieur de ce qui se passe et ce qui se produit. Et effectivement, ça reste du domaine privé, on ne sait pas vraiment qui est derrière. Et si effectivement on va vers une crypto-monnaie gérée par les États, donc de la crypto d'État comme ça peut être le cas actuellement au Venezuela, il y a aussi beaucoup d'enjeux politiques. Ici, ce que vous proposez, en tout cas ce que j'en ai compris, c'est que c'est une démarche citoyenne pour la paix qui va au-delà des clivages, si je comprends bien, et qui serait gérée par qui, comment? Merci. La réponse elle est très simple en fait. Dans le système actuel, c'est le secteur bancaire qui décide où va la monnaie et où la monnaie ne va pas. Dans un système de création de crypto-monnaies par les États, ce sont évidemment les États, c'est-à-dire des politiciens, un petit groupe encore particulier qui va décider où va aller la monnaie, où elle ne va pas aller. Le modèle de monnaie-démocratique.fr, c'est de se poser la question, ce pouvoir-là de décider ce qui va être financé ou pas, c'est un pouvoir tellement puissant, c'est un outil tellement stratégique pour décider de notre futur commun, à qui d'autre pourrait-on le donner qu'à chaque être humain? C'est tout. Voilà, et donc la réponse, elle est, bon, soit on décide de continuer à donner cette responsabilité-là à un petit groupe particulier, à ce moment-là il faut se remettre entièrement entre leurs mains, soit on décide d'essayer de trouver les outils pour que chacun puisse décider indépendamment
de ce qui va exister ou pas. C'est pour ça que ça s'appelle monnaie démocratique, parce qu'en réalité, si on a le pouvoir de financer quelque chose et de refuser de financer autre chose, si on a une liste avec quelque part financer une guerre ou financer une transition écologique, effectivement, si chaque citoyen décide en son âme et conscience de financer ceci et pas cela, c'est vraiment un bulletin de vote. Banque de France sent a letter to this bank, and I went to this bank to put my depot de capital, but the bank was closed since 2 years. I returned back to Banque de France, and I told him he was not there or not. Alors, moi je suis allé, alors ils ont fait une lettre à la banque que j'avais choisie, la Banque de France. Seulement quand j'y suis allé, j'ai découvert que la banque a été fermée depuis 2 ans. Voilà. Et quand je suis retourné à la Banque de France, ils m'ont dit, ah ben excusez-nous, on ne savait pas. Bon, je pense que je propose qu'on en arrête là. Vous avez quand même remarqué qu'il y avait quand même eu un petit débat dans ce panel. On remercie aussi notre traducteur spontané. Oui, je trouve que c'était très, très efficace. Qui est toujours aussi efficace. C'est très bien. Et je ne voulais, après je vais céder la parole tour à tour à M. Giscard d'Estaing, Olivier Giscard d'Estaing, qui va nous dire le mot de la fin avant, et ensuite Soy va nous donner ses conclusions. Moi-même j'ai envie, je ne peux pas m'empêcher de vous raconter. L'autre jour je vous ai raconté une histoire, vous vous rappelez là, l'histoire du flocon de neige qui tombait sur la branche, et finalement ça a donné lieu à un rêve que j'ai envie, comme je l'ai écrit, ce sera rapide, vous verrez. C'est-à-dire que lorsque, dans cet état d'esprit de ces débats, je suis rentré chez moi et je me suis endormi et j'ai rêvé. J'ai rêvé d'un monde réactif, d'un monde où naissent un peu partout des maisons de la citoyenneté mondiale, des maisons où on se retrouve ensemble. Amis citoyens, je suis content de pouvoir m'adresser à vous maintenant, cette fin de journée. Je dois dire que je suis ébloui parce que j'ai entendu et écouté, et parce qu'on représentait toutes vos contributions individuelles depuis ici jusqu'au fond de la salle. Je suis ébloui parce que vous nous avez fait voyager à travers le monde, à travers les continents, à travers les époques, dans le monde de la culture, de la science, de l'économie. Vous nous avez rappelé les drames de notre période, de notre époque. On n'a pas à se rendre aveugle, et vous nous avez mis en face d'eux, sans nous dire que nous en sommes individuellement responsables, et collectivement une responsabilité difficile à prouver, mais vous nous avez montré des directions dans lesquelles on peut aller, et je suis frappé par la variété de vos formations, de vos pays, de vos origines, et l'unité de nos approches et de nos sentiments. Et ça, c'est une chose très forte, je crois, à ressentir. Alors maintenant, que faire? Que faire? Je pense que nous avons 3 choses à faire. Nous ne pouvons pas en rester là. Nous devons continuer à préciser nos propositions. Elles sont variées. Moi, j'essaie de faire une union mondiale, je me battrai pour ça. J'espère qu'elle sera suivie par certains d'entre vous. Notre ami Durand nous a montré des tas d'autres pistes, un peu dispersées, et qu'il faudrait peut-être rassembler dans un effort commun. Donc il faut poursuivre ça pendant l'année qui vient, puisque je crois qu'on doit se retrouver l'année prochaine, et il faudra voir le chemin parcouru. La deuxième chose, c'est faire un effort de mémoire. Il ne faut pas que quand nous sortirons ce soir, on dira bon. Non. Il faut que nous enregistrions les choses que nous avons entendues. Ce n'est pas simple. C'est le processus de l'éducation d'ailleurs. Nous avons eu une journée d'éducation collective. Et ça, c'est un effort qui nous fera rêver la nuit ou au contraire nous empêchera de dormir. Et alors, troisième action, il faut absolument diffuser massivement ce que nous pensons, ce que nous voulons, les valeurs que nous défendons. Il ne faut pas les laisser simplement planer dans les nuages. Il faut le faire par Internet, il faut le faire par les voies politiques et par les voies des médias.
Et il faut créer un mouvement mondial qui suive ces directions. Je suis heureux qu'on ait pu faire ça à l'UNESCO parce que je pense que c'est l'endroit privilégié avec son rayonnement mondial et ses ambassadeurs qui sont venus nous honorer de pouvoir faire passer notre message. Alors voilà ce que je voulais vous dire et mon conclusion, réveillons les chefs d'État car c'est eux qui vont nous apporter des solutions. Merci à vous tous. Alors on peut peut-être dans les couloirs dire ceci ou cela aurait pu être mieux fait, etc. Nous le savons tous. Mais pour moi j'avais un petit peu mauvaise conscience en venant ici. Je me suis dit j'ai pas assez aidé, j'ai pas été assez disponible. J'étais disponible quand elle est venue à Mulhouse pour qu'on en discute, etc. De temps à autre on se téléphonait, etc. Mais enfin, je pense qu'elle a tenu d'une main de maître ce colloque et on lui doit beaucoup. Alors je pense que personnellement, je participe. Je dirais qu'effectivement, je pense qu'il faut tirer les conclusions, mais pour ceux et celles qui savent ce que c'est qu'organiser quelque chose comme ça, ils savent les efforts que ça a coûté. Alors encore une fois, bravo. Et je pense qu'elle m'a demandé, est-ce que je dois aller là-bas ou ici, mais je crois qu'après c'est par eux, je crois qu'il vaudrait mieux que tu viennes finalement là, à la tribune pour donner ces quelques mots de conclusion de cette journée. C'est gentil de me remercier, mais je suis admirative de vous, d'être resté aussi sage et aussi attentif. Donc je remercie vraiment infiniment les participants parce qu'en plus on n'a pas tenu le temps de débat et que vraiment vous avez fait preuve d'un courage exemplaire. Quand même, j'aimerais qu'on revienne sur le pourquoi de cette organisation, pourquoi j'ai tenu bon jusqu'au bout. Parce que les 70 ans des Citoyens du Monde, c'est pas seulement en fait, un aboutissement, c'est pas juste pour s'amuser, pour commémorer, moi j'ai horreur de ça en général, c'est pas ça. C'est faire renaître un ancien mouvement qui s'essouffle, d'une part, c'est faire revivre cette citoyenneté mondiale à des jeunes, à des anciens élèves par exemple, qui sont là, qui sont restés jusqu'au bout. Merci. C'est permettre en fait de faire revivre cette prophétie qui a été énoncée, édictée en 1948. C'est l'acte qu'on commémore en fait, 70 ans, citoyens du monde qui sont nés en 48, donc le 19 novembre 48, voilà, quand Gary Davis a interrompu la 3e Assemblée Générale des Nations Unies. À ce moment-là, il a dit qu'il fallait absolument qu'un gouvernement mondial, donc ce n'est pas notre terme à nous en tant que citoyens du monde, mais qu'une démocratisation mondiale se fasse, mais que si cet état, cette organisation ne se créait pas, une assemblée des peuples, il a prophétisé une assemblée des peuples, surgirait des masses mondiales. Voilà ce qu'il a dit. Et l'idée, c'était de jouer avec notre temps, de se dire, ils ont échoué après, ils ont un grand mouvement qui a créé Citoyens du Monde, énormément de gens qui après-guerre, qui avaient vu des atrocités, qui ont cru en ce mouvement. Ça a duré 2 ans, puis ça s'est évanoui. Mais au bout de 2-3 ans, même Gary Davis a été désolé, en fait c'est la guerre de Corée. Quand je suis originaire, il a toujours pestiféré contre la guerre de Corée qui aurait coupé net en fait, les espoirs de cette entité. Et l'idée c'est qu'aujourd'hui, 70 ans après, on peut peut-être faire renaître enfin ce rêve fou qui était de faire cette assemblée des peuples et de la faire, alors selon l'idée de notre ONG, Angers, vous avez dû voir le certificat dans vos documents, c'est l'idée d'ingénierie de paix, nouveaux concepts, d'élaborer des nouveaux concepts et surtout de créer des assemblées de peuples interdiaspora. C'est nouveau, c'est une nouvelle façon de voir les choses. C'est vivre avec son temps dans le sens où dans chaque grande ville du monde, nous sommes déjà en fait tous là. Mais le politiquement correct fait
croisent pas, ne dialoguent pas, rien ne favorise cet échange interculturel ou intersolidaire. Parce que justement, les nations sont trop fermées sur elles-mêmes et que le système général finalement sclérose le tout. Donc l'idée c'est d'ouvrir un petit peu de nouvelles idées, de sortir de cette fête des vainqueurs qui ont gagné après la Seconde Guerre mondiale, où tout finalement est resté figé autour de la guerre froide qui subsiste encore, et de faire en sorte que nous, en tant que citoyens, on évalue à quel point, enfin vous, vous voyez ce que j'ai pu faire en 6 mois, enfin un petit peu plus, mais je veux dire, j'ai quand même essayé de prouver qu'on arrivait à réunir, je sais pas, peut-être 50 pays ensemble. C'était pas beaucoup pour l'instant, c'était pas mon objectif, mais l'objectif premier c'était 70 ans de citoyens du monde. La prochaine étape, ce serait mon rêve donc de lancer en mars prochain, durant la semaine de la francophonie, cette première assemblée interdiaspora qui parlerait à Paris, en France, qui parlerait avec tous les peuples du monde. Et j'étais très heureuse d'avoir Rolando tout à l'heure avec nous parce qu'il symbolisait justement ce phénomène antinational, enfin pas antinational, mais je veux dire non national. Je ne suis pas antinationale du tout, c'est un autre palier. Disons qu'il y a plusieurs niveaux politiques, c'est ce que j'appelle le multiscalaire, plusieurs échelles de politique. Et c'est l'échelon mondial en fait, qui est sous-évalué, qu'on rend inaccessible aux gens, alors qu'il est tout à fait accessible. Regardez, dans une ville à Paris, tous les pays sont là. Et ce serait si simple de se rencontrer, de parler. Sauf que ça prend du temps. Effectivement, ça m'a pris énormément de temps. Je suis allée chercher les gens un par un, les entreprises, les ONG. J'ai commencé avec mon premier partenaire qui était les citoyens du monde. Voilà. Et je leur remercie, je leur ai organisé leur événement. Depuis que cette revue, La Révolution ne paraît plus, André Breton, comment est-ce que vous vous manifestez sur le plan des idées politiques? Eh bien, un assez grand nombre de tracts signés de la plupart des surréalistes d'alors ont rendu compte, au fur et à mesure que les années passaient, de leur dissentiment avec le régime communiste tel qu'il fonctionne. Et pratiquement, on peut estimer que de plus en plus, on s'est écarté de l'orthodoxie de ce côté. Est-ce qu'à un moment, vous n'avez pas donné votre adhésion à un mouvement qui s'appelait, je crois, le Front International? En tout cas, il était question de citoyens du monde. Oui, en effet, c'était après mon retour à Paris vers 1946. Un mouvement venait de se fonder sous le titre de Front Humain et prétendait à la création des États-Unis du monde. Une propagande active était faite en ce sens. Un certain nombre de communes dans divers pays étaient mondialisées, comme on disait alors, et tout semblait prendre de ce côté un très grand essor. Il est probable que l'arrivée et la concentration sur sa personne de Gary Davis, malheureusement acteur de profession, a contribué à l'échec relatif de ce mouvement. Je peux vous demander actuellement, André Breton, quelles sont les personnalités ou les surréalistes actifs qui vous entourent? Eh bien, ils sont nombreux. Leurs noms sont quelquefois encore inconnus du public. Il y a parmi eux des poètes, nécessairement, aussi bien que des écrivains et théoriciens, et aussi des artistes. Ce sont des jeunes qui viennent vers vous? Oui, pour la plupart, ce sont des jeunes. Justement, est-ce qu'il y a eu une évolution dans le surréalisme? Et s'il y en a eu une, dans quel sens? Je crois qu'il y a eu une évolution en ce sens qu'on a cherché à préciser un certain nombre de points laissés vagues au départ, mais il n'y a pas eu de retour sur les principes fondamentaux du mouvement. En réalité, le surréalisme s'est plutôt étendu en surface. Je parle de la surface des problèmes qu'il a pu aborder.
par exemple, ces problèmes maintenant? C'est-à-dire que vous vous attaquez à tous les problèmes de la condition humaine. Oui, malgré tout. Et au fur et à mesure également de ce qui se passe dans le monde, c'est-à-dire en fonction des événements nouveaux et des perspectives nouvelles qui naturellement viennent s'offrir. Sur une boule ronde qu'on appelle le monde, 7 milliards d'êtres humains courent après demain. Certains cherchent fortune pour attraper la lune, d'autres un peu de pain pour vivre encore demain. Dans une maison ronde qu'on appelle le monde, 7 milliards de frères se battent, se font des guerres. Ils n'ont pas de père, oh quelle misère, pauvres orphelins à plaindre pour demain. Sur une machine ronde qu'on appelle le monde, 7 milliards de terriens unis par le destin cherchent dans des heures la porte du bonheur, trouvent celle de sortie dont ils n'ont pas envie. Sur une bille ronde, on entasse des bombes, les hommes sont en folie pour de l'argent maudit. La foi n'a plus la foi, le droit n'a plus le droit, la vérité ne sait plus, l'espoir s'est perdu. Rêver d'un monde uni serait une utopie. On me dit dans la lune, mais de là-haut j'en vois qu'une. Une seule et belle terre, et c'est une bonne mère. Cette terre est mon pays, son peuple ma patrie. Sur une planète ronde qu'on appelle le monde, 7 milliards d'êtres humains se sont donné la main. Ils ont fait une ronde tout autour du monde, de toutes les couleurs, pour semer le bonheur. Ils ont fait une ronde tout autour